très heureux pour moi, ça me fait plaisir, certainement, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je vais vous présenter en gros une recherche que j'ai faite sur l'origine du canton de Somerset. Ça part de 1780 aller jusqu'en 1835 à peu près, avant l'arrivée des premiers défricheurs. Alors moi, je suis parti du principe que, disons, les historiens, là, surtout les curés qui ont écrit au début, les autres, ils pensaient que le colon arrivait sur une terre, il s'installait là complètement au hasard et il commençait à défricher comme rien. Alors moi, j'ai dit, c'est presque impossible que quelqu'un parte, disons, de long du fleuve, il s'en vient ici, il arrive comme par hasard à une place, il s'installe là. Alors, il y a eu une préparation, une longue préparation qui a duré quand même sur au moins 50-60 ans, avant qu'il y ait un premier colon qui arrive ici. Et j'ai voulu montrer cette préparation-là. Je l'ai fait en 4 étapes. Ensuite, j'ai voulu montrer un peu dans ma recherche les visages de ces gens-là. C'était qui ces gens-là? Je n'entrerai pas trop dans les détails, puis des fois, je ne suivrai pas du tout ce que j'ai écrit. Mais ça va vous donner une idée de ce que c'est, en tout cas. Parce que l'an passé, si je me souviens bien, ma fille m'a dit « Raconte pas toute l'histoire, il faut que les gens découvrent des choses. » Ah! Ça va vous faire découvrir certaines choses, quand même. Bon, alors le canton de Somerset, ça c'est, je m'excuse si je vais passer en avant de temps en temps, là. Ça c'est la première carte qui a sorti du canton de Somerset. Elle est affichée en noir, là. C'est la même carte. Alors, les gens, faut comprendre qu'il n'y a pas eu de carte comme ça tout de suite. Ça remonte ça à la conquête anglaise. À la conquête anglaise, ici, il n'y avait rien. C'était la terre, on appelait ça la terre des Abénakis. Abénakis, parce que les Abénakis, c'était des alliés des Français à l'époque. Ils n'aimaient pas les Américains parce que les Américains revendiquaient leur indépendance. Alors, ils ont décidé entre disons, la ligne du fleuve et la frontière américaine, d'établir du monde qui serait de deux bords. Alors, c'est comme ça qu'est né tout le projet des townships, tous les cantons qu'on a ici. Alors, ils ont dessiné une grande carte, ils ont tous séparé à peu près la même largeur, la même longueur pour chacun des cantons. Et après ça, ils ont fait venir des arpenteurs pour aller voir si c'était comme ça. Alors, sur cette carte-là, que vous pouvez voir, elle est assez sombre, là, mais c'est parce que c'est une très vieille carte, ça date de 1802. C'est le premier dessin, c'est un dessin qui a été fait pour montrer à l'arpenteur où sont les lots, qui va être sur ces lots-là, les lots réservés, les lots qui vont être libres. Ici. Alors, on y va avec 1790, 1336. Moi, je vais essayer de me mettre en dehors. Non, mais bon, alors comme j'ai dit, ce que j'ai recherché, moi, dans mes affaires, c'est d'abord les barrières de la tourbière, la swamp, comme on appelait quand on était jeune. Le travail des arpenteurs dans Stanford et Somerset, parce qu'il y a une bonne partie de Stanford qui fait partie de la paroisse, municipalité ou de Lourdes. Et c'est les miliciens. On dit que les gens vendaient le terre pour une bouteille de whisky, mais c'était pas tout à fait ça. Après ça, je vous parle de quelques-uns des grands propriétaires, puis l'arrivée de Peter Patterson qui est venu développer des chantiers ici. Alors, je vous présente le canton de Somerset. Ouais, je dois bien m'approcher, c'est pas bien grand. J'ai pas trouvé la patente pour agrandir. Bon, alors Somerset, là, et dans les différents cantons, comme Blandford, ici il va en mettre une, il va mettre des pierres le long de la rivière Bécancour pour marquer à quelle place que les cantons sont. Il n'ira pas plus loin que ça. Alors, c'est arrivé maintenant en 1792
que là, il y en a un autre qui va venir, puis lui, il va faire ici, comme ça. Il va faire ce trajet-là ici. Alors lui, il va la même chose, il va descendre la Bécancour, il va se prendre un coin. Et eux autres, les arpenteurs, là, le travail de l'arpenteur, c'est qu'il est arrivé ici, il a trouvé la pierre que Coffin avait mis. Là, il a fait le tour. Il est descendu, il a remonté ici, il a remonté là. Après ça, il est reparti, puis rang par rang. Il descendait, il allait comme ça. Alors, rang par rang, ils ont séparé les rangs, ils ont séparé les lots, ils les ont mesurés, ils ont cherché qu'est-ce qu'il y avait sur ce lot-là, quelle sorte d'arbre qui était là, si le terrain était propre à la culture et toutes les choses. Ils ont tout numéroté. Alors ça a été le travail pour Stanford. Dans l'autre coin, ils ont fait exactement la même chose. C'est McCarthy qui est arrivé et il a parti de là, il a descendu le long de Nelson. Après ça, il a suivi jusqu'ici, puis il a remonté comme ça. Après ça, il a tout fait rang par rang. Là, je vous rappelle, il n'y a aucune route. Il n'y a aucun habitant ici. C'est en plein bois, en pleine swamp souvent. Il n'y a rien. Les gens, ils se dirigeaient avec des appareils de même chose que des bateaux. Il y avait des boussoles, il y avait des sextants, il y avait des choses. Et là, ils avaient une chaîne. Ils traînaient toujours une chaîne avec eux. Une chaîne, là, c'est pas des maillons comme aujourd'hui. C'est des choses qui se replient, des broches, toutes repliées une par-dessus l'autre. C'était des cartes, des vraies cartes pour faire. Bon. Maintenant, je vous signale, le fleuve est ici. Bon, les seigneuries sont à peu près là. Vous voyez Nicolette, là. Ça, c'est un district judiciaire. Ça va quand même assez loin, là, jusqu'à Lobinière. Bon. Nous autres, ce qu'on a ici au nord, là, ben, ça parle de Lobinière, mais c'est la seigneurie de Saint-Jean, surtout, qu'on a au bout. Eux autres, il n'y avait pas de frontières au sud. Si ça n'avait pas été des marécages, ils seraient descendus. Il y a eu une grande chicane ici au niveau de la Bécancour, là, parce que les seigneurs de Saint-Ours, la seigneurie qui est au-dessus de nous autres, avaient bûché jusqu'à la rivière à un moment donné, puis le gouvernement n'a pas aimé ça. Ils nous ont coupé à terre. Juste pour vous situer à quelle place. Oh, je vais revenir là-dessus tantôt. Pour les places, là. Bon. Alors, les swamps. Alors, pour vous donner un exemple des marécages, j'ai pris une carte Google actuellement. Tout ce qui est en gris, c'est du marécage. On voit ici, là, dans ce coin-là, ici, ça c'est la route là, qui monte de Plessisville à Notre-Dame-de-Lourdes. Et vous avez énormément de zones. Tous les coins actuellement qu'on a de la canneberge, c'était considéré comme du marécage à cette époque-là. Et c'était pratiquement impossible de franchir ça. Il n'y avait pas de route. Au Macrae, à Plessisville, il n'y a aucune route ici. Là. Il n'y a rien. Il y a des rangs de temps en temps, là, mais il n'y a pas de route. Pas de route qui passe de Plessisville à Princeville. C'était dans les marécages, ceux qui vont à la chasse. C'est la même chose, ils voient le marécage. Alors, Plessisville, il est ici à la hauteur du 8e rang. Et Princeville est un petit peu plus bas sur l'autre côté. C'est toujours la rivière Bécancour ici. Et là, c'est la transcanadienne qui suit plus ou moins les marécages. Remarquez, ici, là, la transcanadienne fait un détour. Hein? On s'en vient en ligne droite, d'un coup, hop, on s'éloigne. On s'éloigne, nous autres. Parce qu'ici, il y a toute une grande région de marécages. Au lieu de passer dans les marécages, ils ont passé un petit peu plus au nord. Alors, ça leur a permis d'éviter pas mal de frais. Bon, on s'en va encore dans les marécages. Alors ici, vous avez la rivière Blanche et la rivière Noire. La rivière Blanche, j'appelle la rivière Blanche, mais c'est la Bourbon, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit Blanche. Alors ici, vous avez un immense terrain, là. Il n'y a rien là-dedans, là. Il n'y a pas de bois, il n'y a rien, là. Alors, c'est le marécage. Et les gens qui arrivaient étaient obligés de traverser des places comme ça. Alors, ils s'embourbaient.
En voiture, essayez de passer dans des coins marécageux, vous allez voir, vous allez caler. C'était l'embourbement total. Alors, ici, c'est la partie là, qui fait partie. Ça fait maintenant partie de la paroisse de Plessisville, ici. Et on s'en va vers Princeville par là. Alors, toutes les zones en gris, on ne voit pas l'importance des marécages aujourd'hui. Il y en avait ici, le long de la route. Là. À un moment donné, on passe, il y a une couple d'arbres, là, mais en arrière, il n'y a rien. Alors, c'est des zones marécageuses. Et ça n'a jamais été cultivé. Même les grands marécages n'ont jamais été vendus. Il n'y a personne qui en voulait de ça. Bon. Alors, le canton commence dans le coin maintenant que c'est l'Istère, que ici, là, le premier rang ici. L'arpenteur est parti de là pour arpenter, faire le tour, puis il est revenu comme ça. À quelle place, vous voyez ici, c'est Lourdes. Bon. Quand mon arrière-grand-père il est arrivé à Lourdes en 1886, Lourdes, il n'y avait pas d'église. Il y avait un terrain pour l'église, mais il n'y avait pas d'église. À quelle place que vous pensez qu'il allait à la messe? Là-dedans. S'il n'y a pas d'église là. Ah, au coin. Au Villon-Ouin, non? Saint-Louis, Eux autres, à Lourdes, c'est comme Plessisville. On fait partie du diocèse de Québec. Il fallait que les gens aillent à la messe dans le diocèse de Québec. Pas ailleurs. Princeville, c'est Nicolet. Les gens de Princeville, ils partaient de Lourdes, c'est-à-dire ils partaient, ils remontaient la rivière jusqu'à Saint-Louis. Ils passaient devant l'église à Princeville, puis ils s'en venaient à Plessisville. Ouais. Ouais. Pour venir à l'église dans le diocèse de Québec. Ouais. Plus tard, il y a eu, disons, Sainte-Julie qui a ouvert une église. Alors à ce moment-là, ils ont suivi le chemin ici, là. Puis en quelque part ici, Sainte-Julie. Alors, par là, en tout cas, il y a un pont quelque part, là. Il y a des gros cils. Bon, ça doit être en quelque part ici. Alors, ils traversaient, puis là, il y allait à Sainte-Julie. Après ça, ben, ils ont eu une église. C'est le curé de Sainte-Julie qui allait à Lourdes. Alors, il était transporté par un citoyen de Lourdes. J'ai appris ça quand j'ai travaillé sur la vie de mon arrière-grand-père. Donc, les premiers qui ont arrivé, là, les gens, là, il y avait tous des terrains, là. Ils ont donné les terrains aux miliciens. On va le voir un petit peu plus tard. Mais vous remarquez, là, ici, le gars qui a hérité de ce terrain-là, là, il n'a pas grand-chose. Il n'a jamais été. Probablement. Ici, là, c'est une immense zone aussi. Alors, il n'y a personne qui était là. Les terrains appartiennent encore à la MRC. C'est le gouvernement qui l'a donné, ça fait pas si longtemps que ça. Alors, quand on dit que les miliciens ne sont pas venus, ben, il y avait peut-être des raisons. Tous les terrains, là, que les arpenteurs ont décrit comme une badland, aujourd'hui, ils ne sont pas développés. Alors, en badland, là, ça va là, à peu près jusque-là, là, dans le premier rang. Deuxième rang aussi. Il y avait juste cette petite zone-là qui disait qu'il pouvait être développé. Ici, ça s'est amélioré. Troisième, quatrième, là, c'est devenu beaucoup mieux. Alors, ici, là, tout ce coin-là, là, Laurierville, tout ça, là, ça va être des Écossais qui vont s'organiser pour être là. Dans les années 1930, au début de 1930, avant les francophones, les Écossais. Surtout dans le chemin du Blain, là, qui part juste au pied de Laurierville. Là. Le long des montagnes, vous avez Laurent Scott, Laurent Dublin. Alors, tous ces coins-là, c'était des Anglais qui étaient là, avant nous autres. Ici. Alors, mais si, moi j'ai lu les comptes rendus des arpenteurs, là, et ils nous décrivent avec précision les terrains où les gens allaient s'établir. Fait que les gens qui achetaient des terres, les grands négociants, tout ça, c'était pas fou non plus. Ils choisissaient les meilleures terres. Ils n'ont pas tout acheté. Ils ont acheté ce qu'il y avait de mieux. Avant que les colons arrivent là. Bon, pourquoi tout ça? L'origine. Ça, c'est un panneau
que j'ai pris là, la grande tourbière là, à Villeroy. Là. Alors, on peut voir, avant ça, avant la mer, c'était de la glace qu'il y avait ici. Alors, des immenses, là, 1 kilomètre de glace, là. Ça a tout écrasé, ça allait jusqu'au lac Joseph, ici. Et après ça, les glaces ont fondu, et on peut voir ici Plessisville. Il était sur le bord de la mer. Mais dans la mer quand même. Notre-Dame de Lourdes était perdue, Villeroy c'était perdu. La grande tourbière est restée ici. Les stars dans la mer, tout le monde était dans la mer. Alors, à la place de nous autres, c'était des poissons. Et disons que le terrain, tout ce terrain-là a monté, mais il n'a pas monté égal. Alors, disons, au sud, il y a eu des montagnes, puis plus au nord, ben, il y a eu des tourbières, il y a eu des terrains, il y a eu toutes sortes de choses comme ça qui a fait que la zone a été complètement, disons, isolée. Il n'y a personne qui venait dans notre coin. Parce qu'il n'était pas capable de traverser les tourbières avec des chevaux, des bœufs, des choses pour s'installer. Alors, il y en a du monde qui venait, ils montaient par le Bécancour avec les Indiens, mais c'était tout. C'était juste le coin de la Bécancour qui était... les Indiens avaient mis des camps de chasse, là, fait que les gens pouvaient monter. Il y avait jusque dans le lac Joseph, dans ces coins-là, où il y avait des camps indiens, il y avait aussi des Anglais qui s'étaient installés là. Surtout des Écossais d'ailleurs. Les Écossais, en passant, c'est pas des Anglais. Vous allez les insulter si vous dites que c'est des Anglais. Les Écossais, ils ne parlaient pas anglais. Du tout. Ils parlaient gaélique. Et c'est les Anglais qui sont obligés d'apprendre l'anglais. Comme beaucoup de Français ont été obligés aussi. Alors, il était quand même assez près des francophones. Beaucoup de non-écossais sont passés comme francophones. Bon. Non, ici. Vous donnez une idée de la tourbière, qu'est-ce que c'est? Si vous allez visiter Villeroy, là, vous allez trouver ça. C'est joli. Il n'y a pas d'arbres. Il y a des planchers pour que... c'est plein de pépés. Marais, ouais. Mais c'est bon. Ça, c'est des photos de matin. Ici, la flore, c'est quand même joli. Il y a quand même beaucoup de choses. Ça, je vous le donne pour... simplement pour remarquer qu'il y a quand même des coins. Ça fait original d'aller voir ça. Pas grand monde qui va voir ça. Bon, les arpenteurs. Alors, je vous ai parlé déjà de Nathaniel Coffin. C'était un homme politique, un juge de paix, fonctionnaire, officier de milice. Il faut dire que la milice, c'est obligatoire là-bas. Tout le monde à cette époque-là est obligé d'aller faire un genre de service militaire. Puis il faisait une semaine par année de maniement d'armes, de marches et de choses comme ça. Ça va en revenir tout à l'heure avec les miliciens. Là. Or, c'est un Américain, un Anglais américain. Là. Sa famille trouve refuge à Québec en 75, 1775, quand les Américains se sont révoltés. Alors, il est nommé arpenteur à 90, et c'est lui qui a fait la rivière Bécancour, qui a travaillé aussi dans la région de Portneuf. Alors, il y a une loge maçonnique, ça existait à l'époque. Benjamin Écuyer, ici, lui, il a fait Stanford, la moitié de Stanford que je vous ai montré tout à l'heure. On connaît, en tout cas, on ne connaît pas, je n'ai pas trouvé grand-chose sur lui. Je sais qu'il restait à Québec. Puis, lui, il était renommé pour sa précision. Ce qu'il a fait, c'était bien fait. Il n'a pas fait beaucoup, mais il a fait, ce qu'il a fait, c'était bien fait. Celui qui est venu arpenter notre coin, alors Jérémia Mercanté, ici, c'est un Irlandais, un milicien loyaliste, un autre qui est parti des États-Unis pour s'en venir ici lors de la Révolution. Alors, il s'installe à Saint-Thomas, puis il lâche sur sa ferme des soldats allemands. Il n'y avait pas d'anglais en passant pratiquement au Canada. Les soldats étaient allemands. Les immigrants étaient écossais, irlandais. Il y avait des marchands qui étaient anglais, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'est disons, une fausse rumeur que c'était plein d'anglais. Sa carrière d'arpenteur commence en 83. En 1800, il arpente Thetford. 1801, Shenley, Simpson, Sauk, Windsor.
En 1802, Tring, Somerset, Newton, Nelson, Farnham, Buckland, puis 1803, c'est Justin. Imaginez-vous, 1802. Le gars, là, tout ça. Ça, c'est quand même tous des cantons d'à peu près pareil. Il faut qu'il y aille rang par rang, lot par lot, plante à piquette, continue à compter, les chaînes, plante à piquette. Alors, c'est un gars qui travaillait vite. C'est un gars qui se trompait aussi de temps en temps. Il allait un petit peu trop vite. Fait qu'à un moment donné, le gouvernement il a interdit de venir travailler ici. Il est parti en Ontario. Il a travaillé un bout de temps en Ontario à même vitesse. C'est un gars qui n'avait pas une grande santé. Alors, une santé fragile qui faisait que des fois il travaillait, des fois il ne travaillait pas. Puis, ça posait de ça. Bon, lui, il a ouvert une école de mathématiques à Québec. Il y avait des cours en anglais et en français. Puis il y a eu toute une génération d'arpenteurs qui a été formée par lui. C'est beaucoup d'arpenteurs francophones ont été formés par Marc Arthur. C'est un bon professeur. Il doit être bon en mathématiques. Voilà. Mais comme arpenteur, ben, ils ont été obligés de arpenter ben des coins ici. Là. Ils ont rajouté des lots. Bon, travail de l'arpenteur. Ici, je vous présente l'arpentage de Stanford. Alors, c'était pas facile d'arpenter. Alors, c'était très loin des villes. Il n'y avait pas de chemin, pas de nourriture sur place, beaucoup de moustiques. Puis, il devait s'occuper de payer le monde. Il y avait quand même des équipes. Alors, le pauvre gars, là, il rentrait dans la forêt, là, puis dans les marécages, puis il fallait qu'il passe. Il fallait qu'il fasse le chaînage, là, et ici, chaîne par chaîne, il dépliait la chaîne, mesurait, puis il recommençait. Le bornage, l'alignement des terrains, des terres, des concessions entières. Alors, l'établissement ou la vérification de lignes entre les propriétés et les seigneuries. Vérification d'arpentage. Et puis ensuite, une fois qu'il avait tout fait ça, s'en allait en ville, à Québec. Puis là, il fallait qu'il prépare les procès-verbaux puis les plans. Ici. Alors, on peut les suivre à travers leur carnet d'arpentage. Alors, je me suis promené pas mal dans les carnets d'arpentage, là. Ici, on voit, là, Stanford, là, bien ici. Ça appartient à la paroisse, là. Maintenant, la municipalité de la paroisse de Plessisville. Vous avez Notre-Dame de Lourdes qui est ici. Notre-Dame de Lourdes qui fait comme ça, là, à peu près, là. Qui remonte comme ça, puis fait ça comme ça. Non, juste entre les deux rivières, à peu près ici. C'est encore assez grand. Ça, c'est un carnet d'arpentage. Vous ne ferez pas la lecture, mais vous remarquez, ici, mettons, ça, c'est le rang, le premier lot du rang. Ça doit être le rang 1. Alors, à chaque chaîne, il marque qu'est-ce qu'il voit. Alors, il voit telle sorte d'arbre. Il voit telle place qui pourrait être cultivée. Puis, ils ne sont pas tellement trompés. Alors, ça s'améliore, rendu au 7e rang dans Stanford. Alors, 7e, le 8e, 9e, 10e, 11e, c'est tous des beaux rangs. Pratiquement, il n'y a qu'une coupe de zone, là. Mais tout ce qui est en bas de ça, souvent, il y a beaucoup il y a du bois, là, mais tout ça, mais il y a beaucoup de coins marécageux impropres à la culture pour l'époque. Alors ça, on peut retrouver ça au bureau des arpenteurs. Tous les manuscrits, c'est signé à leur main, fait à la main, tout ça. Ça se lit assez bien, c'est tout le temps en anglais. Même lui, c'était Benjamin Lécuyer, c'est un francophone, il écrivait ses rapports en anglais. C'était la langue de communication et de l'administration à l'époque. Bon, première carte colorée d'arpentage du canton. Alors, c'est le canton, ici, c'est la base parce que la carte était pliée. Vous avez la rivière Blanche, ici. Plessisville qui est ici. À peu près comme ça, Plessisville. Vous avez la rivière Noire, ici. La rivière Bécancour.
qui remonte ici. Vous remarquez qu'ici, il y a deux rivières. Là, actuellement, il y en a juste une. Je sais pas. C'est la Bourbon. Oui, la Bourbon, on passe ici comme ça. Ça, c'est la rivière Blanche. Passé chez nous. Puis, on ne sait pas, il y a une branche qui a disparu, en tout cas. L'autre est devenu un petit ruisseau. Alors, tout ce qui est en jaune, c'est les réserves de la couronne. Ici, tous les coins jaunes. Réserve de la couronne, ça veut dire que le gouvernement se gardait une terre, ça a 200 acres. Il voulait vendre ça plus tard, pour faire de l'argent, pour faire des routes, des améliorations, des choses comme ça. C'était sa raison. En vert, les réserves du clergé. Clergé, pas des catholiques, clergé protestant. Catholique, il y avait rien. Et c'était la même raison, c'était pour faire de l'argent. Et tout ce qui est en blanc, c'est les miliciens. Les miliciens de Québec, que je vais en revenir un petit peu plus tard, qui ont été les premiers propriétaires, ceux autres étaient vraiment les premiers propriétaires du terrain. Le canton de Somerset, puis au côté le canton de Nelson, c'est deux cantons qui n'ont pas été donnés à des Anglais, ont été donnés à des francophones en partant. Alors, on a ça d'original. On n'a pratiquement pas eu d'anglais, sauf des Croateurs comme les francophones. Les miliciens. Les miliciens, c'est des grands oubliés. C'est des soldats volontaires, qui ont combattu la bataille de Québec. Il y en avait 900. C'est tout du monde qui venait de la ville de Québec. Ça partait de 15 ans jusqu'à 50 ans. C'était la milice, là, que les gens avaient obligation d'aller une fois par semaine. On disait qu'ils allaient s'entraîner, mais c'était souvent des rencontres fraternelles avec beaucoup de guerre. Or, il n'avait aucun apprentissage de la guerre. Ce n'était pas des soldats. C'était des gens, là, des ouvriers, il y avait des gens qui travaillaient comme domestiques, comme il y avait des gens qui étaient des seigneurs, puis un peu toutes sortes de choses comme ça. Alors, ces 900-là vont affronter une armée. Une armée quand même qui était assez énorme. Plusieurs milliers de personnes à un moment donné d'anglais, qui sont campés sur les plaines d'Abraham, et jamais les Anglais vont avoir la possibilité d'entrer. Ils ont toujours défendu Québec pendant tout un hiver, les Anglais n'entreront pas. Il y a eu beaucoup de morts, les miliciens. Et ils ont fait des prisonniers, puis ça s'est battu. Ça représente une bataille dans la ville de Québec, une fois que les Anglais ils ont sauté par-dessus la palissade, puis ils sont rentrés, ben, ils ont été repoussés. Ici. Bon, il faut dire que les miliciens, la majorité avaient combattu les Anglais avant. Il y a des gens qui avaient été battus en conquête. Et là, ils ont accepté de se battre pour les Anglais. Alors, pourquoi ça? C'est une question qu'on peut se poser. Mais il faut dire que les officiers anglais parlaient tous le français, en excellent français. Peut-être mieux chanté que les miliciens ou les citoyens de la ville de Québec. Ensuite, les Anglais avaient reconstruit Québec tel qu'il était avant la conquête. Et pour ça, ils ont engagé tous les gens, des Canadiens français qui voulaient travailler là. Les arpenteurs, les ingénieurs. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été versé à ce moment-là. Des gros projets là, comme le gouvernement Panther aujourd'hui. Mais les Anglais, il y avait de l'argent. Les Français n'avaient pas. Les Français, avant, il y avait des monnaies de 4, ils inventaient n'importe quoi pour avoir de l'argent. Il n'y en avait pas d'argent. Tandis que les Anglais, ils arrivaient avec de l'argent. Il y avait des livres, des pence, des choses comme ça. Ils ont commencé à payer, puis les gens ont commencé à ramasser des sous. Ensuite, ça c'est pour le peuple. Pour le clergé, ben, ils ont eu beaucoup d'avantages. Parce qu'avant ça, c'était le roi de France qui nommait les évêques. Et là, on leur a permis de nommer leur évêque, d'être indépendant du roi et de faire affaire directement avec le Vatican. Alors ça a été une grande chose pour le clergé, c'est pour ça que les clergés sont opposés aux Américains. Puis, il y a une autre chose aussi pour les gens, les Anglais ont aboli la torture, puis
aussi permis aux gens d'avoir des journaux. Même si ça faisait pas des affaires tout le temps, ils en ont fermé plusieurs. Alors, tout ça, là, puis le fait que les rumeurs voulaient qu'il n'y avait pas de catholiques aux États-Unis, c'était interdit. Il n'y avait pas d'école catholique là, c'était un pays entièrement protestant. Alors, ça l'a pesé dans la balance un peu. Mais enfin, il y avait de raisons, probablement aussi d'autres. Alors, les miliciens, quand même, c'est des gens d'un peu partout. De la noblesse, des médecins, il y avait des commerçants, des navigateurs, il y avait des maçons, des journaliers, il y avait à peu près tout le monde. Alors, ici, ils ont eu de récompenses en 1804, 25 ans après. Ça, c'est quelque chose. Quand tu as 50 ans, tu attends 25 ans avant d'avoir ta récompense. Je pense pas que tu veux aller voir ça. Non. Alors, ils ont quand même connu un hiver dur. C'était la faim, la froid, il était encerclé complètement. Il n'y avait plus de vivres qui rentraient là-dedans. Il y avait des bombes incendiaires. Je pense, moi, qu'ils ne méritaient pas d'être oubliés comme ils l'ont été. Alors aujourd'hui, on a au Québec pas de commémoration. Je regardais les militaires de paix civile. Quand on pense à eux, on pense pratiquement jamais à eux. Alors, c'est la même chose pour les miliciens. Quoique les autres ne sont pas venus, mais enfin, on n'a aucune commémoration par chez nous. Les gens ne pensent pas aux autres, disons que comme les autres pays font pour les gens qui sont battus pour eux. Alors, en 1804, donc, il n'y a personne qui est venu de Québec, dans ceux qui ont eu des terres ici, pour venir coloniser. Bon, il n'y avait aucun chemin. Les gens étaient vieux. 20% des miliciens étaient morts avant d'avoir obtenu le terre. Puis, les anciens miliciens canadiens, c'était des citadins, c'était des gens de Québec. Alors, partir de Québec, la belle ville, s'en venir dans le fond de la campagne où il n'y a pas de rang, il n'y a rien, c'est dur. C'est dur. Alors, puis la majorité, les veuves et tout ça, là, eux autres, c'est une prime de retraite. Alors, ils ont vendu. Ils ont vendu ça assez rapidement. Il y a à peu près 80% des gens qui ont vendu. Et 20% qui ont conservé les terres. Alors, les noms que j'ai pu retracer, j'en ai dans le livre, ils ont plusieurs pages, là. Mais il y a Charles-Louis Tardieu de Lanaudière, qui est un noble, ici. Ça, c'est un gars qui a combattu les Anglais en 60. Après ça, il est parti en France avec les seigneurs. Il est revenu au Québec en 63. En passant, il y en a beaucoup qui ont parti et qui sont revenus, les seigneurs français. Il arrivait là-bas, il n'y avait plus rien. Pour pire avoir des terres ici. Il revenait occuper deux terres après. Alors, il va appuyer le gouvernement impérial. Il était le petit-fils de Madeleine de Verchères. Alors, tout le monde connaît Madeleine de Verchères. Jean Baillarger, c'est un grand architecte. C'est un sculpteur. On lui doit l'ancienne cathédrale de Québec. Alors, ainsi que de nombreux édifices de cette époque. Il a fait la bataille des plaines d'Abraham comme officier de génie de la bataille de Québec, les deux. Les deux, c'est lui qui construisait les murailles, il fortifiait les portes, des choses comme ça. Alors, Jean-Baptiste Bouchette, père de l'arpenteur Joseph Bouchette, qui a fait la carte du début, là. Alors, c'est un capitaine de navire de guerre. Il a terminé sa carrière comme commandant en chef des navires de guerre de Sa Majesté sur les Grands Lacs. C'était le commodore, c'était le plus haut gradé de la marine anglaise à cette époque-là. C'est quand même pas des trous de cul, là. Là-dessus. Quand on dit qu'ils ont vendu deux terres pour une bouteille de whisky, permettez-moi d'en goûter. Alors, vous avez Louis-Philippe François Badelard, c'est un officier français puis médecin. Il a été prisonnier sur la bataille des plaines d'Abraham, puis il a participé à la bataille de Québec après. C'est lui qui a publié la première publication médicale canadienne. Premier texte d'un médecin qui a publié sur une maladie au Québec. Jean-Antoine Ponnet, notaire, avocat, officier de milice, homme politique et juge, a acheté 1400 terres dans les cantons de Nelson et de Somerset, en plus des terres obtenues comme milicien. Alors lui, à la place de vendre, il achète. Ici.
Jean-Baptiste Bouchette, des terres dans le canton, en tant que milicien. Ça, c'est le gars qui faisait les cartes, le grand cartographe là, qui a tout fait les cantons de l'Est. Ici. Alors, son fils Joseph, arpenteur général du Canada, les a obtenus en héritage et il en a acheté d'autres aussi. Alors, eux autres qui ont eu les terres jusqu'à l'arrivée des colons. Bon, maintenant, les gens ont vendu. 80% des miliciens ont vendu. Il y a donc des spéculateurs. Là, ça, j'ai essayé de les identifier. Alors, une étape importante dans la colonisation de 1804 à 1830 à peu près. Alors, eux autres, ils ont acheté à bas prix, puis ils ont attendu que les prix montent. Pas compliqué, il y en a qui ont attendu pendant 30 ans. Une génération à l'autre, ils se passaient les terres. Or, ils n'améliorent pas leurs terres, ne construisent pas de chemin pour les colons, ils attendent tout simplement que les prix montent. Alors, certains ont des régisseurs qui visitent leurs terres. 1804. Les gens, ils n'achetaient pas n'importe quoi. Ils envoyaient du monde pour voir avant d'acheter. Encore des petits contrats de coupe de bois, mais la majorité ne font rien pour la colonisation, espérant que les squatteurs viennent y ajouter un peu d'amélioration, tout en s'arrangeant pour qu'ils puissent en prendre le contrôle. Les gens n'étaient pas fous. Si quelqu'un vient s'établir, on va le laisser faire une couple d'années. Il va bûcher un peu, il va faire une maison, une grange, puis le terrain va monter. Les prix vont monter. Alors, c'est comme ça qu'il y en a trois, surtout dans ici. Là. Il y a George Poser, Matthew McNider et Josias Wartel qui vont être dans notre coin. Ici. Alors, ils placent des annonces, ils crient à la porte des paroisses, ceux qui ont des terrains à vendre, on achète. Puis ils sont devenus parmi les plus grands propriétaires du Bas-Canada. Il y en a plusieurs qui ont perdu leur chemise là-dedans. On nous présente souvent les gens comme des gens qui deviennent très riches. Mais il y a des gens qui sont devenus très pauvres parce qu'ils ont acheté des terrains, ils n'avaient rien à faire avec. S'ils n'avaient pas boire, ils achetaient le tout honte. Donc, ça a bien fait. Bon, en moyenne, les prix, j'ai calculé à peu près 6 livres. Ça, c'est des livres ici. 6 livres qui vont revendre 150 livres après leur achat. Alors, il y a une grosse inflation. Ici. Alors, George Poser, là, il a tout acheté, il y a 51 lots comme ça, dans Somerset. Toutes les bois. Et lui, c'est spécial, c'est qu'il a tout échangé, tous ces lots-là, contre les lots du gouvernement. Dans la Beauce, canton de Chênelay. Alors, tous ces lots-là vont retourner au gouvernement. Ça veut dire qu'on va effacer, dire que ce n'est plus des miliciens qui ont eu les lettres patentes. On fait une coupure. Et le prochain, ça va être celui qui va avoir pour la première fois les lettres patentes. Ça c'est difficile à suivre là, dans les lettres. Quand on regarde tous les contrats, là, si vous voulez remonter, mettons, votre maison, votre lot, autrefois, là, vous allez frapper un mur à un moment donné, vous dites, oh, c'est pas en 1804, c'est en 1840 que les lettres patentes commencent. C'est pas un milicien, c'est un autre nom. Mais vous remarquerez, là, ça c'est dans les meilleures terres de tout le coin. Ici. Il n'y avait rien dans le 8e, c'était un autre. Mais le 9e, 10e, 11e rang, tous ces lots-là, là, c'est tombé libre. Ça appartenait au gouvernement quand les premières personnes sont arrivées dans le coin. Alors les gens cherchaient surtout à s'établir sur des terrains du gouvernement parce qu'ils se faisaient pas mettre à la porte rapidement. Fait que les gens en ont profité. Le terrain par ici s'est développé surtout dans le 9e, 10e, 11e, les fermes. Même avant non pas avant le 8e, là, mais le 8e a été compris, mais c'est un autre processus là-dedans. Et tous les lots en premier, là, ben, tout ça va être ramassé par, comme on le voit tantôt, par Peter Patterson là, pour le bois. Lui, c'est l'industriel du bois. Alors, en tant que spéculateur, il a été utile à la colonisation. Oui. Parce que le gouvernement va pouvoir envoyer son monde sur des terres vacantes.
qui n'aura pas ça. Bon. On va sauter. Ah non. Bon. Ici, on arrive au bûcheron. Alors, il y a eu une guerre en Europe. Puis en 1812, là, il ne restait plus un maudit sapin, pas un sapin, il ne restait plus de pain. Tout le long du fleuve. On avait vu. Tout avait été bouché. Alors, il fallait trouver il faisait des mâts, des bateaux, tout ça avec le pain, là. Il fallait trouver des arbres, ici. Alors, on a développé la Mauricie, on a développé l'Outaouais, et à un moment donné, un de ces grands barons-là, on les appelle les barons de bois, il est arrivé dans le coin, le long de la Bécancour. Il y a toute cette région-là qui n'était pas développée encore. Alors, c'est lui qui va développer tout ce coin-là, tout ça. Et Peter Patterson, là, ici, là, concessionnaire forestier, puis il a acheté à peu près la moitié du canton. Disons, on a senti son influence là, jusque dans les années 1940, pratiquement. Lui et ses descendants, là, la famille a toujours été présente. Alors, ici, on a les premiers chantiers. Ça prenait beaucoup de capitaux et de main-d'œuvre. Alors, aux spéculateurs va arriver une génération d'entrepreneurs qui ont besoin de monde, qui ont besoin de gens pour aller dans les chantiers, faire la flotte du bois, mesurer le bois, disons, nourrir ces chantiers, nourrir des fermes, ils ont besoin de fermes. Alors, ils ont besoin de beaucoup de gens autour d'eux. Ce qui va amener une population de bûcherons dans le coin, ici. Là, il n'y a pas encore de défricheurs. Alors, c'est lui, Peter Patterson, ici. Alors, c'est un Anglais, il vient d'Angleterre. Il arrive à Québec, il est quand même assez jeune. Ici, il s'associe avec un autre Anglais pour faire une compagnie de bois. Ici. Alors, il exporte du bois équarri. Alors, il les équarrissait en forêt avec une grosse hache large. Là. Alors, du pain, du chêne, des madriers de pain, des pinettes, des pièces de navire. Alors, il envoyait 800 navires par année en Angleterre. Et ces 800 navires-là étaient remplis pratiquement de bois qui venait de la région. Ça, c'est en 1820. C'est 15 ans avant l'arrivée du premier colon, c'est là. Alors, il prenait son bois tout au long de la Bécancour, la rivière Blanche, qui disait à l'époque, la rivière Noire, la rivière Rouge vers l'Histoire, les chutes, tout ça, là, l'Alexander. Alors, son bois venait tout d'ici pratiquement. Alors, il y avait un immense moulin, lui, au pied des chutes Montmorency. Alors, il y avait les turbines et tout ça. C'était un des plus grands en Amérique du Nord à l'époque. Ici. Alors, il vient dans le coin, il découvre des arbres là, qui ont de 3 à 5 pieds de diamètre, puis des rivières qui étaient quand même assez puissantes pour le transporter. Alors, on ne sait pas là, trop quand il a commencé, mais à partir de 1830, là, il va acheter 80% des terres privées du canton de Somerset et de Stanford, ici. Pratiquement toutes les terres en bas du 7e rang. Ici, il y avait aussi des chantiers dans les cantons de Danford, Bulstrode, d'Irlande, Medlington, Wolfestone, par là-bas. Et il était, à l'arrivée des premiers colons, le plus grand propriétaire du canton de Somerset. Ici. On vous donne une idée de ces terres dans Somerset. Alors, tout ce qui est en gris, ça lui appartenait. Ici. On marquerait ici le 7e rang au complet. Et ça continue, là. Ça, c'est le rang du chemin de fer. Peter Patterson a amené le chemin de fer ici. Parce que la rivière Bécancour était loin. Puis faire amener des billots là, sur les rivières, là. Ici, il partait, il y avait tout ça, c'était tous des chantiers, ça là. Alors, c'était compliqué pas mal. Ici, c'était facile, la rivière était assez grosse. La rivière Blanche,
Même chose, c'était pas une énorme rivière. Alors, il a développé le chemin de fer pour pouvoir charger son bois. Un peu comme ils vont le faire à l'Easter, là, avec la petite ligne. C'est la même chose, il ramassait le bois, le train part, puis il arrête à tous les kilomètres quasiment, puis il charge, puis il rentre au bout, ben, il décharge à l'autre bout, ils s'en vont aussi aux États-Unis, des choses comme ça. Bon, je vais vous faire remarquer tout ce coin-là ici, là. Les premiers colons se sont installés là, ici. Ça, ici, ça a posé des problèmes, là. Les premiers colons, là, ils sont ici. Et Plessisville, il est ici, là. Enfin, ce qui va devenir Plessisville. Alors, ça varie, là. On parle de Nelson, on parle de ça, on est rendu à l'Easter, là. Ici, c'est Notre-Dame de Lourdes. Princeville, tant qu'elle part ici. Arthabasca, qui s'en va par là. Puis Sainte-Sophie, qui est tout près. Alors, c'est un grand propriétaire. Il avait 144 lots de 200 acres. C'est grand, 200 acres. Quand quelqu'un a 200 acres, une ferme maintenant, là, c'est grand. Alors, lui, il y en avait 144 comme ça. Et les lots qui sont en blanc, là, savez-vous pourquoi il les a pas achetés? Non, non, il y avait du marécage ici. Il y avait quand même d'autres marécages. Non, il a acheté le clergé. Il a acheté le gouvernement aussi. Le gouvernement, il chialait à un moment donné que ses bûcherons, ils allaient sur ses terres, ils bûchaient ses terres du gouvernement comme ils bûchaient les siennes. Il nous a dit, va vous acheter. Il a tout acheté. Non, ces terrains-là, là, c'est des terrains des miliciens que les actes de vente ont été perdus. Les familles avaient perdu les lettres qui déterminaient que c'était eux autres. Alors, c'est des terrains qui ont été vendus par la municipalité plus tard. Ils ont saisi les terrains, ils ont vendu ça, puis encore là, les lettres patentes ont été reparties. Ce qui fait que des gens qui ont des lettres patentes, mettons même de 1938, des choses comme ça, là, après. Alors, c'est ça, les familles qui avaient gardé les papiers de 1804, à travers les générations, ils ont perdu les papiers. Il y en avait quand même plusieurs là-dedans. Alors, l'œuvre de Patterson, moi je dis que c'est le grand argentier là, du coin. Alors, emploie beaucoup de colons comme entrepreneurs de chantier sur ses terres au début de 1830. Les gens venaient bûcher sur les terres de Patterson, il y avait des contrats, chez tant d'affaires, ils devaient rentrer. Alors, pour acheminer armes, matériel, provisions, on utilise une piste qui relie Saint-Louis à Stanford, ce qu'on appelle le chemin de la Savane. Il utilise la rivière Blanche et la rivière Noire pour transporter ses bio. C'est agréable sur la rivière ici. Je parle toujours de la rivière Blanche parce que c'est pas clair, c'était la Blanche. Alors, il va favoriser la venue des colons ici, parce que ça va lui fournir de la main-d'œuvre, ça va lui fournir aussi des denrées et des animaux pour le chantier. Il a souvent vendu des terrains, mettons, il coupait une partie d'un lot, là, puis il vendait ça. Puis il fournissait, il disait au gars, bon, ben, je vais t'acheter des bio. Ça marchait bien tant que le gars était capable de fournir les bio. Sauf que quand il était plus capable, ben l'autre, c'est tout le monde à terre. Ça fait ça là. Alors, on lui doit l'ouverture surtout des 5e, 6e rangs, tant à l'est qu'à l'ouest en paroisse. Pas que ce qu'on appelle la Bellevue, là. Ça a tout été développé par lui. Kelly, les moulins de Kelly. Ça a tout été développé par lui également. Les chemins de fer. À l'origine d'une longue tradition d'exploitation de la forêt. Alors, il va y avoir toujours des moulanciers ici, puis il y a beaucoup de fabrication d'outils, de machinerie qui servent pour les moulins. C'est devenu une tradition pour les civils. Pour finir, alors, je vous donne la carte, là, c'est un peu celle-là, mais colorée. Les colons en 1840, les premiers. Alors ça, c'est le 8e rang, ça ici, là, c'est l'équivalent de la rue Saint-Calix. Ici, c'est le 9e rang. Alors les colons ils habitaient le 8e, 9e, 10e un petit peu, 11e ici. Tout le coin d'Arthabasca et Princeville en grande partie. Là. Ici. Les colons sont arrivés comme ça, ici.
par cette route-là ici. Alors, il y en a qui ont construit des routes pour monter au 9e rang. Après ça, ils ont monté vers Saint-Norbert. Saint-Norbert, il doit être en quelque part ici. Et vous remarquerez, ben, à partir du 7e, ça, c'était tout pour le bois. Tout ça, là, c'est des chantiers. Avec Patterson et tout ça. Alors, il n'y a pas eu de lutte entre les grands propriétaires et les squatters à l'époque. Les grands propriétaires, ils étaient vendeurs. Ça faisait 30 ans qu'ils accumulaient. Puis ils ont vendu en moyenne 150 livres du lot, mais si on compare avec une terre le long du fleuve, on pouvait prendre une petite terre le long du fleuve et venir acheter un immense domaine ici. C'était cher pour les gens qui n'avaient pas d'argent. Pour ceux qui avaient de l'argent, c'était comme dans une couple d'années des Suisses qui vendaient des petits terrains en Suisse, qui s'en venaient ici et achetaient les grandes terres. Alors, les terres étaient pas si chères que ça par rapport au point de développement. Bon, alors en gros, c'est ce que je raconte dans mon travail. Ça vous donne une idée là, à peu près des 4 étapes. Je raconte un peu la vie des gens qui étaient là, les différentes personnalités. Et donc pour moi, je trouvais que c'était important de montrer qu'avant l'arrivée du premier colon, il y avait tout un développement. Entre le fait que, mettons, il n'y avait pratiquement personne, puis le fait qu'il est arrivé du monde qui avait besoin de main-d'œuvre, puis qu'eux autres, ils créaient des chantiers, ils vendaient du bois, puis ils créaient de l'argent, quoi. Parce que Patterson, il payait bien. Puis, disons, ça s'enchaîne avec mon deuxième que j'ai mis l'an prochain, ce que j'ai sorti l'année passée, alors, sur les shampoings. Puis ça va s'enchaîner après parce que j'en ai 2 autres qui s'en viennent. Il y en a un qui va passer surtout sur la potasse, le genre de magasin général qui va des terres, pour la vie de la société. Et un autre qui va partir sur la culture, les ficheurs de terre, puis des choses comme ça. C'est pas mal écrit actuellement, mais il en manque des bouts. C'est très long à finaliser. Je te rappelle, c'est pas un livre que je vous offre aujourd'hui, mais c'est peut-être la première partie, on peut dire, d'un bouquin. Ce n'est pas la finition d'un livre, mais j'espère que vous pouvez trouver ça intéressant. Merci. Moi, je vends des exemplaires à 10 $. Il y en a qui sont intéressés. Je mets plus cher que l'année passée parce qu'il y a des photos couleurs dedans. Merci.